Bonsoir à tous, nous arrivons au terme de cette 8e étape des rencontres du développement durable intitulée pour cette année « Faisons 2030 dès 2022 » et ça n'est pas pour rien. On parle tout au long de cette aventure à travers la France en direct depuis la Maison de l'Europe de Paris ici, des questions qui vont façonner la campagne présidentielle l'année prochaine sur tous les aspects du développement durable, les aspects sociaux, les aspects économiques, évidemment les aspects environnementaux. C'était le thème de cette journée co-organisée par l'Institut Open Diplomacy avec Audencia sur notre rapport à la nature, sur la capacité de notre économie à muter vers une économie qui tienne compte des ressources naturelles et de l'impératif de les régénérer. On va, pour pouvoir en discuter, avoir un panel passionnant avec à mes côtés sur le plateau Jean Arnin qui est directeur général de Citeo. Merci Jean d'être avec nous. On est très heureux que Citeo soit partenaire à nouveau. J'ai également Alban Godard qui est la directrice générale de la Fondation Good Planet. Bonsoir Alban. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À distance, nous avons le plaisir d'accueillir depuis l'OMS le docteur Peter Ben Mbarek qui est le directeur de l'initiative One Health de l'Organisation mondiale de la santé. Peter, j'espère que vous nous entendez bien. Ça a l'air de marcher. Bonjour. Merci Peter. Il y a également le professeur André Sobchak qui est professeur à Audencia, qui est son délégué pour la RSE, qui est actuellement le titulaire de la chaire Impact Positif dont nous parlions ce matin dans l'introduction avec le professeur Germain. André, j'espère que tu es bien avec nous. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi à Audencia, évidemment, de co-organiser avec nous cette journée. Et enfin, dans un ordre absolument pas protocolaire, et Madame la députée, vous me pardonnerez, cher Frédéric, vous êtes député de Charente-Maritime et surtout la présidente du groupe d'études de l'Assemblée sur l'eau et la biodiversité. J'espère, Frédéric, que vous nous entendez bien. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, je le disais, on va conclure cette journée passionnante pour un débat d'1h15, pardon, j'allais dire 1h45, je faisais peur à mes camarades panélistes, mais pour nous lancer dans ce débat passionnant, et merci à nos 5 orateurs d'être avec nous, orateurs, oratrices, nous allons pouvoir donner la parole à la secrétaire d'État à la biodiversité, également vice-présidente de l'Association des Nations Unies pour l'environnement, Madame Bérangère Abba, qui a préparé quelques remarques d'introduction de cette discussion. La biodiversité est un élément central des objectifs de développement durable. Elle possède son objectif propre, le 15, pour préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Sans préservation de la biodiversité, c'est l'agenda 2030 tout entier qui pourrait être remis en cause. La biodiversité est au centre de nombreuses activités économiques, en particulier celles qui sont liées à la gestion agricole des cultures et du bétail, à la sylviculture et aux pêcheries. À l'échelle mondiale, près de la moitié de la population humaine dépend directement des ressources naturelles pour assurer sa survie et une grande partie des populations les plus vulnérables dépendent directement de la biodiversité pour répondre à leurs besoins de subsistance quotidiens. Alors qu'atteindre les objectifs mondiaux de préservation de la biodiversité fixés pour 2020, les objectifs d'Aichi, nécessitaient entre 150 et 440 milliards de dollars par an, l'OCDE estime que seulement 80 à 90 milliards de dollars sont mobilisés chaque année en faveur de la nature. Les financements publics ne pourront à eux seuls combler le déficit majeur en matière de financement de la préservation de la biodiversité, et il est donc nécessaire de mobiliser les financements privés à une plus grande échelle. Les obligations de transparence extra-financière appliquées aux investisseurs et aux entreprises constituent un élément décisif pour réorienter les capitaux et les activités économiques. En France, l'article 29 de la loi énergie-climat comporte d'ailleurs une obligation de publication de la part des investisseurs de leur stratégie de prise en compte des risques biodiversité. Une condition préalable au changement d'échelle dans le développement d'une finance mondiale respectueuse de la nature est de pouvoir mieux appréhender et mieux mesurer les interactions entre les décisions des investisseurs et des entreprises avec la biodiversité. Les outils de mesure constituent de précieux outils d'aide à la décision, tant pour l'entreprise que pour les investisseurs. À ce jour, en dépit des initiatives nombreuses qui ont été lancées, aucune méthodologie de mesure d'impact sur la biodiversité ne fait encore véritablement consensus, ce qui freine quotidiennement notre action. Il faut donc préserver et trouver rapidement un terrain d'entente sur ces questions. Le gouvernement est pleinement mobilisé, et ce depuis plusieurs années. En 2019, lors du G7 sous présidence française, la recommandation d'établir une mobilisation qui soit similaire à celle de la Task Force on Climate-Related Disclosure dans le domaine de la biodiversité a été largement portée. Elle se traduit aujourd'hui par la mise en place de la Task Force on Nature-Related Disclosure. L'objectif de cette task force internationale est de construire d'ici à la mi-2023 un cadre méthodologique permettant de mieux intégrer et cibler les enjeux environnementaux dans la gestion des risques des entreprises et les processus de décision des acteurs financiers.
Initiée dans le cadre du One Planet Lab, la coalition One Planet des entreprises pour la biodiversité a été lancée lors du sommet de l'action climatique des Nations Unies à New York le 23 septembre 2019. Pour la première fois, 27 entreprises prennent position sur un sujet essentiel pour leur modèle d'affaires, l'agriculture étant responsable de 60% de l'appauvrissement de la biodiversité. Ces entreprises, elles sont déterminées à travailler individuellement et collectivement, à prendre des mesures audacieuses pour protéger et restaurer la biodiversité, au sein de leur chaîne de valeur, en engageant les décideurs institutionnels et financiers. Ces entreprises engagées au sein de l'OP2B opèrent dans 120 pays. Les actions s'articulent autour de 3 piliers, le déploiement à large échelle des pratiques agricoles régénératrices, le renforcement de la biodiversité cultivée et des régimes alimentaires par le biais de portefeuilles de produits, avec l'élimination de la déforestation et l'amélioration de la gestion, de la restauration et de la protection des écosystèmes, également source de grande valeur. La coalition a élaboré un recueil de solutions systémiques, significatives et mesurables qui peuvent être mises en œuvre par les membres d'OP2B dans leur chaîne de valeur. Le secteur de la mode et du textile se mobilise également pour l'environnement. Le Fashion Pact rassemble plus de 70 entreprises mondiales engagées à agir pour le climat, la biodiversité et la protection des océans. Il a pour objectif de catalyser et d'encourager des investissements massifs et l'adoption de modèles et de stratégies d'affaires qui visent des objectifs bas carbone, respectueux de la biodiversité et des océans dans l'ensemble du secteur de la mode. Vous le voyez, nous sommes aujourd'hui dans le temps de la coalition, au cœur d'une décennie d'action. Nous ne cessons de bâtir des partenariats indispensables pour relever nos défis aujourd'hui et demain. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de lancer avec l'ensemble des parties prenantes l'initiative française pour un cacao durable, qui marchera sur les 3 piliers du développement, l'économie, le social et bien entendu l'environnement, y compris la biodiversité qui est affectée par la déforestation. La France est particulièrement active sur ce sujet depuis le lancement de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée et un plan d'action inédit se développe au niveau mondial. Et puis lors de la clôture du Congrès mondial de la nature, que la France a accueilli en septembre, le président de la République a bien souligné l'importance de protéger les océans et les pôles, en annonçant l'organisation d'un One Ocean Summit dans les prochains mois, qui sera une occasion importante de mobiliser la communauté internationale avec des engagements forts pour l'océan, notre bien commun. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, on a entendu énormément d'éléments concrets et clés pour faire avancer ce sujet de l'économie régénérative. Je n'en mentionne que quelques-uns pour souligner leur importance. Nous avions la chance tout à l'heure de recevoir l'une des membres de la fameuse Task Force on Nature-Related Disclosure, donc qui a vocation à inciter les institutions financières à publier l'impact de leur financement sur la biodiversité. C'était Céline Soubrane, la directrice du développement durable d'AXA, qui fait partie de la fameuse TFND. On est en pleine période, cette semaine se tient la COP 15 biodiversité, qui est la COP... l'équivalent de la COP climat, mais sur les sujets de biodiversité, qui devait se tenir à Kunming en Chine. Elle se tient malgré tout dans un contexte où, comme l'a dit la ministre, le cadre d'Aichi qui posait les objectifs et la gouvernance en matière de biodiversité devait être repensé. C'est à la fois un succès et un échec le fait que cette COP se tienne, puisqu'évidemment elle se tient dans des circonstances où nous l'attendions dès l'année dernière et où le Covid nécessite qu'elle puisse se tenir malgré les circonstances sanitaires et la difficulté de rassembler des personnalités du monde entier pour faire avancer ce sujet. Alors on va plonger dans la complexité internationale et en même temps très territoriale de ces questions-là, sur le plan économique, sur le plan de la vision des ONG avec le panel que je vous ai présenté tout à l'heure. Puisqu'en effet, tout au long de cette journée, on a interrogé le paradigme économique qu'on avait adopté dès le protocole de Kyoto, donc la fin des années 90, l'idée de se dire on va mettre une limite sur les émissions, sur l'empreinte qu'on peut avoir sur la nature, en l'occurrence c'était sur les émissions de carbone, et puis on va petit à petit réduire cette limite pour que notre empreinte soit de plus en plus limitée. En réalité on a fait tout l'inverse, et surtout on va s'échanger les droits de polluer la nature, c'était le fameux principe de pollueur-payeur. On est en train de changer ce paradigme, en tout cas d'afficher des ambitions maintenant d'avoir une empreinte nulle soi-disant sur la nature. C'est la fameuse coalition mondiale net zéro pour arriver à ce que
l'empreinte, en l'occurrence l'empreinte carbone, soit nulle d'ici, au plus tôt en Europe en 2050, au plus tard en Chine en 2060. On ne sait pas encore où les États-Unis se situent dans ce paradigme-là, mais fondamentalement la philosophie reste la même, c'est-à-dire d'accepter qu'on produit des dégâts sur la nature et de chercher à certes les réduire, mais surtout à les compenser, ce qui fondamentalement ne nous réinvente pas et ne nous permet pas de nous projeter dans un modèle peut-être plus intelligent, plus circulaire, où on intègre dès les modèles économiques avec l'éco-conception, etc., notre capacité à régénérer la nature au fur et à mesure où on l'exploite, parce que par définition, elle n'a pas des ressources infinies. C'est cette question-là que nous allons explorer aujourd'hui. Et je voudrais me tourner vers vous, Alban Godard, en premier lieu. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices, spectateurs, spectatrices, que vous êtes la directrice générale de la Fondation Good Planet, connue pour les travaux passionnants de Yann Arthus Bertrand et sa capacité à affûter notre regard sur la nature. Peut-être pour commencer, il faudrait rappeler que biodiversité et climat, c'est le même combat, qu'il n'y a pas deux crises, il y en a une seule, c'est la crise environnementale, la crise de l'Anthropocène, ce qui n'est pas évident aux yeux des Françaises et des Français, et j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer pourquoi c'est une seule et même crise. Alors c'est une seule et même crise, tout simplement parce que climat et biodiversité sont intimement liés et elles ont des causes communes. La crise qu'on voit sur le climat et la crise qu'on voit sur la biodiversité aujourd'hui. Et c'est assez surprenant de voir comme on a séparé finalement l'environnement en plein de petits blocs, alors qu'on voit bien tous les jours quand on observe la nature, quand on observe la Terre, que tout est intimement lié et qu'en fait on ne peut pas se détacher d'une approche systémique globale. Mais peut-être parce que pour commencer à agir et commencer à faire des choses, il a fallu saucissonner, et que notre cerveau n'était peut-être pas capable de prendre cette problématique aussi forte de notre impact sur l'environnement dans son sens large. Il a fallu commencer par quelque chose et c'est le climat qui a pris finalement le lead. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, quand on agit sur le climat ou quand on agit sur la biodiversité, quand on agit sur le climat, on agit sur la biodiversité. Quand on agit sur la biodiversité, en général, on agit sur le climat. Et alors, je rajouterais même un troisième larron dans cette équation, c'est que quand on agit sur le climat et sur la biodiversité, on agit aussi sur le bien-être humain. On a eu tendance aussi, je pense que c'est quelque chose de très philosophique, à séparer l'homme de la nature, ça nous vient des Lumières et de même avant, et à se dire qu'en fait on était dans un schéma de domination, nous humains, de la nature. Je pense qu'on est en train de changer un petit peu de paradigme, ça met encore du temps, on n'y est pas encore, mais on a peut-être ce début de changement de paradigme où on se dit plus on est là pour dominer la nature, mais on est partie intégrante de la nature. Et donc évidemment, faisant partie intégrante de la nature, quand on vient agir sur une cause qui modifie le climat ou qui modifie l'environnement, on vient aussi agir sur une cause qui modifie notre façon de vivre. Et donc je pense que c'est intéressant de voir vraiment une espèce de triptyque entre le climat, la biodiversité et le bien-être humain. Et c'est d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, c'est d'ailleurs des choses qui ont été beaucoup développées par l'UICN et par d'autres spécialistes de la biodiversité, et qui eux-mêmes, ou par l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui définit les causes de la disparition de la biodiversité, qui en fait sont toutes des causes très, très liées aussi à la dégradation du climat et évidemment à l'activité humaine. Alors, pour revenir peut-être sur le terme d'anthropocène que vous utilisez, je pense que c'est important de le définir. Enfin, j'imagine qu'il a été largement employé aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme d'anthropocène ? C'est parce que la dégradation massive qu'on voit aujourd'hui du climat et de la biodiversité, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'elle est à 99%, je vais être large, 95%, dû à des causes humaines. Donc, par exemple, si on regarde les causes de la dégradation de la biodiversité, la première, c'est la dégradation des terres et des mers. C'est dû à l'activité humaine. La deuxième, c'est la surexploitation des espèces. C'est dû à l'activité humaine. La troisième, c'est le changement climatique, très largement dû à 95% à l'activité humaine. Et la dernière, c'est les pollutions et l'introduction d'espèces invasives. Également très largement dû à 100% dû à l'activité humaine. Donc évidemment, on voit bien que tout ça, c'est très lié et que au centre des causes de ces dégradations de climat et de biodiversité, on a l'homme. D'où la réflexion autour de la requalification de l'époque dans laquelle on vit par certains chercheurs depuis quelque temps sous le terme d'anthropocène. Donc l'époque qui est
profondément bouleversée par les activités humaines. Je pense qu'on pourrait la définir comme ça. Et ainsi, on balaye le discours de la méthode de Descartes qui nous disait que l'homme est maître et possesseur de la nature. C'est en creux la citation qu'il y avait derrière vos propos, Alban. Je me tourne vers vous, Dr Mbarek, cher Peter. Vous-même, vous travaillez exactement sur ce sujet du lien entre la santé humaine et la santé environnementale, la santé des espèces qui composent la biodiversité, puisque, je le rappelle, vous dirigez l'initiative One Health, une seule santé, la santé de la nature et la santé humaine ne font qu'une. C'est très pertinent au regard de l'agenda 2030 et on aurait déjà pu, il y a 5 ans, percevoir l'importance de faire le lien. L'ODD 13 sur le climat est à ne pas dissocier de l'ODD 14 sur les écosystèmes terrestres et l'ODD 15 sur les écosystèmes marins. L'ensemble de l'agenda 2030 forme un tout. Il aura fallu la pandémie de Covid-19 et son débat sur les pangolins et les chauves-souris pour prendre connaissance d'un terme passionnant et en même temps absolument inquiétant, qui est le terme de zoonose, qui est au cœur de ce que Alban vient de décrire. Docteur Mbarek, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi, du point de vue de l'OMS, il n'y a qu'une seule santé? Merci. Oui, c'est en effet au cœur de ce débat. Jusqu'à maintenant, si on regarde comment on a essayé de gérer nos problèmes environnementaux ou nos problèmes liés à notre alimentation ou à la biodiversité et à notre environnement, on a toujours essayé d'appliquer des solutions simplistes, des solutions unisectorales. Pourquoi? Parce que c'est souvent le plus facile, c'est la manière dont nos sociétés sont organisées, nos gouvernements sont organisés. On travaille par secteur. Le secteur de la santé est un secteur qui se gère lui-même. Le secteur de l'agriculture se gère lui-même. Ils ont des objectifs très différents. Le secteur de la santé est là pour protéger la santé humaine. Le secteur de la santé animale est là pour protéger la santé animale, et le secteur de l'agriculture est là pour augmenter notre production agricole et alimentaire. Et les trois secteurs ont souvent en fait des objectifs qui ne sont pas compatibles, et c'est là où à un moment ou à un autre le film casse et on arrive à générer des problèmes du type de la pandémie que nous avons autour de nous ces dernières années. C'est ces histoires de zoonoses. Les zoonoses, ce sont toutes ces maladies que nous attrapons ou qui sont transmises des animaux à l'homme. Et bien sûr, dans un système qui est en balance, qui est en équilibre, ça ne crée pas de gros problèmes. Mais dès que l'humain ou une autre espèce commence à augmenter son impact et à détruire son environnement, cet équilibre naturel se détériore et tout d'un coup, on commence à avoir des interactions entre humain et animal qui ne sont pas qui n'étaient pas prévues, qui ne sont pas naturelles et qui justement causent ce genre de nouvelles maladies, ce genre de nouveaux accidents de transmission de pathogènes inconnus qui sont dans la nature, qui font partie de notre environnement, qui font partie de notre biodiversité quelque part. Mais tout d'un coup, on se retrouve nez à nez avec ces nouveaux pathogènes, ces nouveaux virus, ces nouvelles bactéries, parce que quelque part, on n'était pas censé être en contact avec eux. On n'était pas censé avoir cette transmission ou la possibilité de transmettre ces pathogènes d'une espèce à l'autre parce que la nature était telle que ces deux espèces n'étaient pas censées être mises ensemble. Et par exemple, dans notre cas ici et dans d'autres pandémies qu'on a eues dans le passé, quand l'homme tout d'un coup entre en contact avec des espèces telles les chauves-souris ou d'autres espèces où ces virus sont là de manière naturelle, on donne une opportunité à ces virus pour
pour nous infecter. Et pour aussi, à chaque fois qu'on leur donne cette opportunité, on leur donne aussi l'opportunité de muter et de s'adapter à une nouvelle espèce, à un nouvel environnement, et donc à créer ces nouvelles catastrophes. Et c'est un cri d'alarme parce que ça montre vraiment que notre environnement est un milieu dans lequel on est obligé de vivre et dans lequel on est obligé de garder un certain équilibre et de respecter certaines règles du jeu. Nous, en tant qu'êtres humains, avec toutes les autres espèces vivantes de cette planète, on fait partie d'un tout, on fait partie d'un équilibre, on fait partie d'une évolution. Et on oublie un peu cette situation parce qu'on a eu, au cours des dernières décennies en particulier, mais plutôt plusieurs centaines d'années auparavant, l'homme a pris de plus en plus confiance en lui, justement essayé de dominer son environnement et a cru qu'il pouvait tout contrôler autour de lui, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et donc on est en train maintenant, en particulier grâce à cette pandémie, de réaliser que toutes ces solutions, à tous nos problèmes que nous avons autour de nous, ne sont pas si simples. Les problèmes ne sont pas simples et les solutions surtout ne sont pas simples. Et donc, il faut de plus en plus imaginer des solutions beaucoup plus complexes qui prennent en compte la réalité autour de nous et qui donc intègrent des actions dans différents secteurs, donc des actions multisectorales qui adressent les problèmes entre secteurs qui font partie de la solution à nos problèmes. Merci Peter. Par exemple, on voit bien que c'est une grande leçon d'humilité cette pandémie et vous nous avez rappelé à quel point c'était aussi un impératif pour l'espèce humaine de savoir revenir à sa place naturelle, d'appartenance à la nature à proprement parler. On va évidemment continuer sur l'enjeu de comment est-ce qu'on y parvient parce que le but du jeu c'est pas tant de rappeler le pourquoi, je pense qu'avec la pandémie, beaucoup maintenant l'ont compris. Néanmoins, comment est-ce qu'on s'y prend ? Notamment, comment est-ce qu'on s'y prend avec l'opinion publique et je me tourne vers la députée Tufnel qui, je rappelle, préside le groupe d'études de l'Assemblée nationale sur l'eau et la biodiversité. Les Français étaient déjà relativement attentifs à la crise climatique, on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat. On sent leur mobilisation de plus en plus grande sur ces questions. Pourtant, la crise jumelle, si j'ose dire, ou en tout cas l'autre versant de la crise, celle sur la biodiversité, on en entend encore très très peu parler. Vous qui êtes en pointe sur ce sujet-là dans la représentation nationale, Frédéric, je voulais savoir comment est-ce que vous voyez notre capacité à faire monter le sujet. La ministre Bérangère Abba a été extrêmement complète tout à l'heure sur l'ensemble des initiatives qui ont été prises ces derniers mois, qui ne sont pas du tout débattues. En tout cas, si on faisait un sondage aujourd'hui, pensez-vous à la biodiversité, à part éventuellement sur la lutte contre les violences animales, on entendrait assez peu parler du sujet. Comment est-ce que vous, politiquement, on arriverait à faire monter cette réflexion dans l'opinion publique française ? Je pense que déjà, on a essayé de le faire dans le cadre de la loi sur la Convention citoyenne pour le climat, la loi climat, mais on l'a fait de manière très faible. C'est-à-dire que je rappelle le titre de la loi, elle s'appelle la loi contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Et on s'est beaucoup plus intéressé à la question du climat qu'à la question de la biodiversité qui était restée vraiment tout à fait secondaire. Alors on l'a vu quand même que la question de la biodiversité a été prise sous l'angle plutôt de la question de la ressource en eau et à l'article 19 on l'a bien indiqué sur la protection des écosystèmes qui rendent des services écosystémiques importants. Et donc là, on voit bien que les conventionnaires, les citoyens, se sont intéressés de cette question-là. D'ailleurs, par rapport aussi s'appuyant sur les travaux des parlementaires, dont aussi un peu les travaux que j'ai menés dans le cadre de la protection des zones humides face à l'impact du changement climatique. Mais on voit bien que la question de la biodiversité est toujours à un niveau secondaire. Et je pense que très souvent, on entend dire que la question du climat est une question planétaire, globale. Vous l'avez dit aussi, ça c'est vrai, mais la biodiversité n'est pas une question locale. Et très souvent on dit c'est un problème territorial, la disparition des espèces, etc.
Là, je suis absolument pas d'accord du tout, puisqu'on voit bien que l'impact de la biodiversité se fait au niveau planétaire, au niveau mondial. On l'a vu sur la déforestation importée que vous avez citée. On le voit aujourd'hui sur un sujet, moi, qui m'apporte beaucoup, c'est la protection des pôles et de l'Antarctique, puisque le président de la République a demandé qu'il y ait 2 aires marines protégées en Antarctique, une sur la mer de Weddell et l'autre sur un domaine au sud du continent blanc. Eh bien, on voit bien les difficultés géopolitiques qui se mêlent parce qu'il y a des enjeux liés à la surpêche. On pêche le krill de façon abondante, on veut en faire des lieux d'exploitation minière. On voit que l'empreinte de l'homme sur ces lieux qui sont purs sont terrifiants, puisqu'on voit qu'on va pouvoir déséquilibrer complètement, par exemple, les chemins océaniques pour les baleines, ou déséquilibrer la chaîne alimentaire pour la biodiversité marine qui existe. Donc on voit bien que la question de la biodiversité, elle est globale, et il est difficile aujourd'hui de faire comprendre ça peut-être aux citoyens, même si il est clair que quand on regarde son territoire, on voit bien l'atteinte de la biodiversité. On parle beaucoup plus facilement des néonicotinoïdes qui perturbent bien sûr les abeilles. On parle beaucoup de dégradation des terres, de l'urbanisation, de l'artificialisation des sols. Et on voit bien que les inondations, par exemple, sont un sujet complètement clairement qui touche à la biodiversité aussi, à la continuité écologique des cours d'eau, mais la prise en compte de ces réflexions dans le cadre de l'action des citoyens mérite encore d'être travaillée. Et c'est un peu les travaux sur lesquels moi j'ai travaillé à l'Assemblée, sur les solutions fondées sur la nature, qui ont été reprises par Bérangère Abba, qui en a beaucoup parlé au Congrès mondial de la nature, sous l'égide de l'UICN. Et les solutions fondées sur la nature replacent l'homme dans la nature. Et on voit bien qu'elles sont une réponse. C'est pas la réponse unique, mais c'est une des réponses, parce que ces écosystèmes agissent à la fois sur le climat, en participant aux échanges d'énergie d'eau entre la biosphère et l'atmosphère, ce qu'on appelle la photosynthèse, ce qui permet le stockage de carbone. Et donc ça, par exemple, les tourbières en sont un exemple exceptionnel, ou les mangroves. Et puis aussi l'évapotranspiration des végétaux qui sert à rafraîchir l'air. Donc on voit bien qu'on a aussi des lieux en France, chez nous, enfin sur le continent, je dis la métropole, parce qu'il y a aussi toute la belle biodiversité qui existe en Outre-mer. Elle est surtout située en Outre-mer d'ailleurs. Mais on voit bien qu'en utilisant des solutions fondées à la nature, comme par exemple la protection des zones humides, on peut régénérer des zones tampons, on peut prévoir des inondations, on peut remettre de la biodiversité, et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, redonner du bien-être, parce qu'on a besoin de replacer l'homme à l'intérieur de cette nature. C'est tout le sujet de notre panel. Merci Frédéric d'avoir été aussi clair et de rappeler avec lucidité le fait qu'on a du mal à faire monter, pas tant politiquement, mais dans l'opinion, l'importance de ce sujet. Je reprends le terme de solution fondée sur la nature dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, parce que ça montre à quel point le débat n'est pas un débat théorique, mais un débat pratique sur des solutions très concrètes de comment est-ce qu'on s'y prend. J'ai introduit, après les propos d'Alban, ce débat en reprenant Descartes, mais fondamentalement, le discours de la méthode, c'est surtout de la méthode. Donc ça nous va très bien pour rentrer dans ce débat plus pratique. Puisqu'effectivement, on l'a vu avec cette table ronde du matin sur le biomimétisme et celle de cet après-midi sur les services écosystémiques et ce que la nature nous rend comme service d'utilité publique, qu'il y a énormément de choses à préserver, de bonnes raisons de faire attention à la biodiversité, ne serait-ce que pour que notre espèce vive bien. Et dans ce que ça implique pour les entreprises, je me tourne vers vous, Jean Ornin, ça change beaucoup de choses. Citeo, et vous allez nous rappeler d'où vient Citeo, est une entreprise pionnière dans cette notion d'économie régénérative, puisque tout votre modèle économique passe par cette notion de circularité vis-à-vis des ressources. Ça fait 30 ans, je crois, cette année que vous célébrez cette activité qui fonctionne en toute liberté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Parce que je voudrais surtout pas qu'on laisse s'installer l'idée qu'il y a d'un côté ceux qui pensent et qui pointent le problème, et de l'autre le reste qui n'a pas de solution. Et au contraire, on voit que dans l'économie, il y a des solutions. Oui, il y a des solutions et il y a des choses très concrètes. Alors effectivement, Citeo, vous l'avez dit, a été créé il y a à peu près 30 ans. Et c'est une réponse concrète finalement à l'enjeu de la ressource. Alors qu'est-ce que c'est que Citeo? C'est une entreprise à but non lucratif
qui porte ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur dans le domaine des emballages ménagers et des papiers. Ça veut dire que finalement, toute entreprise qui produit, que ce soit du lait, du pain d'épices, des pâtes ou des téléphones, peu importe, dès lors qu'il y a un emballage, elle a la responsabilité de la fin de vie de cet emballage. C'est une innovation des années 90, où finalement on a commencé à dire à des entreprises, vous allez internaliser un impact environnemental. Et je trouve que finalement, cette notion de responsabilité, en tout cas moi j'y suis extrêmement attaché parce qu'elle est très forte. Et elle montre que les entreprises, et tout à l'heure Bérangère Rabat l'a rappelé d'ailleurs, que les entreprises font partie de la solution, sont une grande partie de la solution aux sujets environnementaux. Et comment ça fonctionne quand vous vendez un produit? À chaque fois que vous le vendez, vous allez payer une contribution, alors que ce soit du verre, du carton, de l'acier, de l'aluminium, du plastique. Et cette contribution, c'est à peu près 800 millions d'euros chaque année en France, 12 milliards d'euros sur les 25 dernières années, qui sont investis au profit de l'économie circulaire, c'est-à-dire faire fonctionner un écosystème de recherche et développement, d'innovation, de mobilisation des citoyens, de collectivités territoriales, d'associations pour arriver finalement à éco-concevoir nos emballages, donc réduire et recycler, à collecter, à trier et à créer cette économie circulaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, si vous avez un bac, alors en général il est jaune, finalement celui-ci il est à l'origine effectivement celui qui a été créé par Citeo avec le partenaire collectivité locale, pour collecter, trier et recycler les emballages ménagers et les papiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour être simple, c'est 800 millions d'euros chaque année, c'est 70% d'emballages ménagers recyclés chaque année et 60% des papiers. Alors quand je dis 70%, c'est une moyenne, le verre c'est 85%, le plastique c'est 30%, et on sait qu'on a un vrai sujet avec cette matière. Et c'est vrai que cette notion de faire porter une responsabilité à des entreprises et de lui demander de travailler avec l'ensemble de son écosystème permet d'économiser des ressources. Et en fait, on économise 1,6 million de CO2 émis chaque année grâce à ce geste de tri qui finalement, au quotidien, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça fait pas mal ça a un vrai impact. Et pour terminer, peut-être, nous, on a fait un passage là, fin d'année, on est devenu entreprise à mission, donc on a fait évoluer même notre raison d'être, puisque finalement, on est des acteurs du recyclage. Et on s'est dit, en fait, on n'est pas seulement des acteurs du recyclage, on est là pour contribuer ou aider les entreprises à adapter nos modes de production, de distribution et de consommation à la préservation de la planète dans toutes ses dimensions. Les ressources, le climat, la biodiversité, c'est bien un tout, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est bien la mission que nous portons, la raison d'être que nous portons, qui, je pense, effectivement, en tout cas, fait partie de ces solutions concrètes qui permettent à des secteurs d'intégrer l'impact environnemental dans leurs activités. Et cette responsabilité élargie du producteur, dans les dernières lois, la loi notamment sur l'économie circulaire, en fait, elle l'a étendue à d'autres secteurs. Donc vous avez le bâtiment, les jouets, les articles de sport, les cigarettes. Oui. Intègrent maintenant cette responsabilité. L'importance de voir plus grand avec cette philosophie un peu moderne, mais pour que tout le monde soit bien au fait des enjeux sur la partie gestion des déchets, sans minimiser l'importance que ça a, ça ne représente, la gestion des déchets ne représente que 4% des émissions de CO2. Donc en toute humilité vis-à-vis du travail déjà effectué, il faut qu'on sache à quel niveau de solution on se trouve dans la hiérarchie des problèmes. Et pour y voir plus clair... Nous sommes un colibri. Voilà, et il y en a plein autour de cette table et c'est merveilleux, au moins on a un peu de biodiversité ici depuis la Maison de l'Europe. André, je me tourne vers vous parce que en tant que professeur à Audencia et spécialiste de la RSE qui est titulaire de la chaire Impact Positif, vous avez un historique très long des pratiques de RSE, vous avez vous-même étudié ce sujet-là pendant de très très nombreuses années, à l'école j'entends, et toi en particulier André, puisque je rappelle que Audencia est la première entreprise à avoir adhéré école à avoir adhéré au Global Compact il y a de très nombreuses années maintenant. Et donc tu vois progressivement évoluer la question de la RSE, en l'occurrence pour ce que Jean évoquait, la responsabilité élargie du producteur, mais c'est un problème plus général de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. À partir de quand la biodiversité a fait son entrée, si j'ose dire, dans le champ de la RSE, et en quoi est-ce que ça représente un progrès? Est-ce qu'on peut
se dire que c'est un vrai progrès ou que c'est encore très, comment dire ça, des ridules sur l'océan du climat qui est ce qui attire toute l'attention quasiment ces temps-ci. Oui, merci beaucoup. Tu as raison, Thomas, effectivement, que l'entreprise aujourd'hui est de plus en plus challengée pour intégrer l'ensemble de ces différents impacts dans le domaine social et écologique. Et c'est évidemment tout l'objet des objectifs de développement durable, essayer d'avoir une démarche systémique par rapport à ces différentes questions. Et probablement, les questions de biodiversité sont arrivées un peu après ceux notamment du climat. On a, et à juste titre évidemment, évoqué beaucoup cette dernière décennie l'urgence climatique. Et peut-être du coup, beaucoup d'entreprises se sont intéressées à ces enjeux-là, ont commencé effectivement à réfléchir à leurs impacts, leurs émissions CO2 notamment, ont commencé aussi parfois à s'adapter aux dérèglements climatiques qui, de toute façon, est incontournable. Et tout l'enjeu, c'est de dire qu'il ne faut pas oublier l'ensemble des autres 16 ODD et en particulier, évidemment, celui de la biodiversité. Donc, pendant longtemps, peut-être, les entreprises se sont dit, sauf si je suis dans le secteur agricole ou si j'ai besoin en fait d'avoir beaucoup de terrain, la biodiversité, ça ne me concerne pas. Mais évidemment, c'est faux et l'exemple de Citeo en fait est assez parlant pour dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont une vraie responsabilité et commencent en fait à vraiment réfléchir à leur modèle économique pour le transformer progressivement. À Audencia, nous avons mené l'année dernière une étude dans le cadre de la chaire Impact Positif sur une entreprise, une PME en fait, du coup, la Florentaise, qui depuis longtemps en fait a travaillé sur ces questions-là. C'est une entreprise qui traditionnellement vendait la tourbe et en anticipation finalement de la législation, ils se sont dit notre produit n'est pas durable. Certainement, à un moment donné, ce sera impossible juridiquement de vendre la tourbe et évidemment ça met des siècles en fait pour créer en fait, la tourbe et donc le prendre en fait à la terre pour le vendre à court terme, c'est quelque chose qui ne pourra pas être durable dans le principe. Et donc cette entreprise s'est beaucoup mobilisée pour trouver des produits alternatifs à la tourbe à base de peau de bois notamment. Et du coup, en plus, elle s'est interrogée sur le fait de dire s'il arrive à produire ce produit alternatif, je peux le produire d'une façon délocalisée pour en plus économiser des transports. Et donc aujourd'hui, ils animent différents sites de production en France. Ils ont trouvé des alliés ailleurs en Europe et même hors de l'Europe en fait pour produire localement en fait cette innovation. Là, ça montre de nouveau très bien le lien entre les questions de biodiversité, climat. Mais ça montre aussi la nécessité finalement de changer l'ensemble des éléments en fait du business model. Peut-être effectivement il faut changer de fournisseur, il faut aussi convaincre les clients et les distributeurs. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident d'ailleurs. Et pour nous en tant que business school, évidemment, ça montre que il faut modifier l'ensemble de nos cours. Vous avez peut-être vu qu'à Audencia, vient de signer un partenariat avec The Shift Project où justement en fait on leur demande de vérifier si l'ensemble de nos cours sont bien en ligne par rapport aux différents enjeux environnementaux, en particulier le climat certainement, mais aussi les enjeux de biodiversité. Et si on n'enseigne pas dans les cours de marketing, dans les cours de comptabilité, des choses qui finalement seraient contraires à ces principes, puisque je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités ont rajouté des cours pour parler de RSE, de développement durable, peut-être des enjeux de biodiversité, de biomimétisme, et c'est très bien, il faut le faire, mais si par ailleurs, en fait, on maintient des cours qui restent classiques à côté, finalement, on n'aide pas les étudiants à arbitrer et à repenser vraiment, en fait, qu'est-ce que ça signifie d'être à la hauteur des enjeux, des objectifs de développement durable. Merci André. Alors, le temps que la prochaine question t'arrive, je vais demander à l'équipe, même si ton propos était parfaitement clair sur le fond, était un peu difficile à comprendre sur la forme à cause d'un
problème de son, mais l'équipe en régie va nous aider à améliorer ça. En tout cas, moi, j'ai parfaitement compris ce que tu nous faisais passer comme message et j'insiste juste sur un aspect que tu as mentionné qui est une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'en effet, Audencia vient de mettre en place ce partenariat avec le Shift Project pour passer en revue l'ensemble de ces cours, de sorte que dans toutes les pratiques managériales, que ce soit la finance d'entreprise, la finance de marché, les RH, etc., on tienne mieux en compte les impératifs climatiques. Mais d'une certaine manière, c'est à la fois une bonne nouvelle et puis un peu de frustration parce qu'on pourrait espérer la même chose sur les questions de biodiversité. Je me retourne donc vers vous, Frédéric Tufnel. Je rappelle que vous êtes député de Charente-Maritime et présidente du groupe d'études de l'Assemblée sur les questions de biodiversité. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une question philosophique, c'est bien une question pratique. Ce sujet de réintégrer, de savoir redonner place à l'économie humaine dans l'économie naturelle. Bérangère Abba a expliqué tout à l'heure la façon dont concrètement le gouvernement et le Parlement ont fait avancer les normes en la matière pour être à la hauteur du défi. Et puis vous-même, vous avez pointé les éléments qui restent à faire, mais sur le plan national, je veux dire. Mais j'aimerais bien poser la question un peu différemment parce que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, fondamentalement, la biodiversité, ça reste, comme le climat, un problème global. Or, quand des parlements nationaux, aussi volontaristes soient-ils, s'attaquent à des problèmes globaux par la fenêtre nationale, il y a deux risques. Soit le risque de la fragmentation des normes avec des entreprises qui se retrouvent assujetties à des règles très hétérogènes d'un pays à l'autre, et alors qu'ils sont parfois très volontaires pour faire bien, mais en confrontation avec des normes qui sont très hétérogènes, soit un risque d'extrême lenteur. Et Bérangère Abba a rappelé tout à l'heure à quel point il était crucial de faire avancer la réflexion sur le cadre post-Aichi à la COP 15 de Kunming. Alors comment est-ce qu'un Parlement national, comme c'est votre cas, arrive à trouver sa place dans ce risque de ciseaux entre l'effet de lenteur et l'effet de fragmentation pour s'assurer que la norme avance dans le bon sens relativement rapidement et en bonne concertation? Est-ce qu'au moins à l'échelle européenne, vous avez un réseau de parlements nationaux qui travaillent sur ces questions de biodiversité? Comment est-ce qu'on peut réconcilier démocratie et diplomatie dans cette affaire? Ouais, c'est vraiment une très bonne question. Je pense que c'est essentiel ce que vous posez comme question. Enfin, c'est vrai que la manière dont vous la posez, ça rapporte sûrement à la gestion de la problématique environnementale et climatique des États et leur pouvoir souverain, c'est-à-dire par rapport aux normes européennes et les normes internationales. En France, par exemple, l'environnement est une compétence de la loi au terme de la Constitution française. Et il y a énormément de textes qui se rapportent justement qui s'y rapportent énormément. Je rappelle que dans les années 90, il y avait le Parlement qui avait voté une obligation qui s'impose au gouvernement. Dans la majorité des projets de loi, c'était de faire une étude d'impact sur les incidents juridiques, économiques, financières et environnementales. Et prendre le soin d'évaluer les lois, ça c'est quand même le rôle normalement du député, du parlementaire. Mais dans le cadre des normes européennes, je veux dire qu'elles s'imposent au pays. Alors à partir de ce moment-là, la politique environnementale de l'UE, qui s'appuie elle sur quatre principes, il y a quatre grands principes sur lesquels elle s'appuie, je vais juste les rappeler, c'est donc la précaution, la prévention, la correction et l'atteinte à l'environnement et le principe pollueur-payeur. Et on voit bien que l'UE, c'est une formidable machine à porter des normes pour les différents pays, ça c'est clair, mais bien souvent, elle nivelle par le bas le niveau d'engagement qu'elle demande auprès des pays pour justement essayer d'avoir un maximum de pays qui adhèrent à ces normes. Mais on voit aussi également des pays qui arrivent à se soustraire de ces normes. Pourquoi? Parce qu'elles apportent des réserves qui sont justifiées. On peut voir la directive oiseaux, il y a eu pas mal de choses, le rejet du bien-être animal, enfin il y a eu pas mal de sujets sur lesquels certains pays peuvent rejeter et s'appuyer sur des réserves et pour lesquelles elles sont tout à fait bien considérées et acceptées. Alors, c'est vrai que pour un parlementaire français, l'important, ce serait de travailler avec les parlementaires européens. Je trouve que nous, en tout cas, au Parlement, nous avons des efforts à faire, parce que nous le faisons que très peu, ou nous le faisons dans un cadre qui ne se fait pas de manière officielle. J'ai créé en tant que présidente du groupe d'études de biodiversité ce qu'on appelle les parlementaires francophones engagés pour la biodiversité.
Nous avions monté ça avec Barbara Pompili et Bérangère Abba. Pourquoi justement dans le cadre du Congrès mondial de la nature? Parce que nous sommes aperçus qu'il y a des très bonnes pratiques qui se font dans certains pays et que par exemple en France, il y a des choses qui se font aussi très bien et que ce serait bien de se mettre en convergence ou de voir ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment un exemple pour lequel on a essayé de lancer ces parlementaires francophones. Donc ça existe, on est en train de le constituer et j'espère qu'on va pouvoir progresser par rapport à ça. Donc voilà, il y a aussi pas mal de choses qu'on pourrait dire. Quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau européen, on voit qu'il y a le Conseil de l'Europe qui réunit 47 pays, qui a un lieu absolument extraordinaire, je pense, et même très important, puisqu'il lie en fait la protection de l'environnement et le droit humain. Ça, c'est franchement quelque chose qui est à dire et à noter parce que il apporte énormément de choses au niveau national, même au niveau français, pour qu'on puisse s'engager sur des grandes réformes environnementales également. Et puis on voit que c'est pas suffisant, que l'Europe n'est pas suffisante, que nos actions au niveau national non plus, et on voit que les grands traités, les grandes conventions internationales sont une réponse à apporter justement qui est appropriée pour un certain nombre de sujets environnementaux. Donc aujourd'hui, c'est toute la question du multilatéralisme qui est souvent victime collatérale des tensions qui sont géopolitiques dans les différents pays et sur des aspects à la limite très commerciaux. Et ça l'emporte. Et la biodiversité, elle souvent est mise à mal par rapport à ces grandes décisions qui nous échappent quelque part, même en tant que parlementaires. Donc je pense que là, il y a quelque chose pour lequel il faudrait peut-être travailler. Il faut qu'on arrive, nous, au Parlement, à trouver le moyen de faire des études d'impact sur les textes qui nous sont imposés de manière systématique et de voir au niveau européen si les normes peuvent être traduites de manière transposée dans notre droit. Et ça, c'est une obligation, hein. La Commission européenne, elle surveille, elle est la garante de la mise en application des normes dans les pays. Mais je vous dis, il y a tellement de réserves, tellement d'éléments qui peuvent venir perturber cette transposition que les pays prennent du retard et le côté de la souveraineté nationale l'emporte très souvent. Merci, donc c'est très compliqué de combiner ça. Merci Frédéric, et je trouve ça à la fois effrayant et rassurant qu'en toute humilité un parlementaire puisse dire le pouvoir c'est quelque chose, le général de Gaulle disait le pouvoir c'est du sable, ça vous échappe entre les mains. Oui. Mais j'ai quand même une bonne idée à vous suggérer, Madame la députée, si vous me permettez. Je recevais juste à cette place il n'y a pas plus d'une semaine le président de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui nous disait qu'il se réjouissait que le Parlement fasse un effort maintenant de green budgeting, c'est-à-dire d'évaluation de ces décisions législatives et du contrôle du gouvernement à l'aune d'objectifs de développement durable, et que la Cour des comptes était à toute disposition du Parlement, comme elle doit l'être au terme de la Constitution, pour vous aider à évaluer ces éléments-là. Donc vous avez un allié de choix, Rue Cambon, qui sera à votre disposition, j'en suis totalement persuadé. Je disais toujours, c'est pas une question théorique, mais on reste quand même sur un changement de système complet. Changement de paradigme que d'aller vers une économie régénératrice des ressources naturelles, qui ne se contente plus donc de réduire notre empreinte sur la nature et de compenser les problèmes résiduels, mais d'intégrer directement dans les modèles économiques la gestion des ressources naturelles. On est en pleine décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes et vous l'avez tous dit, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, ou sa feuille à apporter à l'arbre, ou sa goutte de colibri à apporter à l'arrosage des plantes. Et donc, on va faire un tour de piste, si vous me permettez, des solutions que chacun peut apporter. Je voudrais me tourner vers vous en première, Alban Godard, sur les contributions individuelles, puisque la Fondation Good Planet, que Yann Arthus Bertrand a créé à partir de son œuvre photographique, a cette faculté merveilleuse de sensibiliser, d'affûter notre regard sur ce que la nature nécessite d'attention. Et donc, précisément, vous-même, vous touchez le grand public à travers l'art, et c'est très bien ainsi. J'ai l'impression que sur cette question de biodiversité, notre attention, elle est tout de suite captée par des sujets extrêmement importants, mais qui sont, à l'aune du problème qu'on vient de dresser, assez marginaux, notamment la protection des animaux face aux violences, qui n'est pas un petit sujet à nouveau, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, et c'est pas non plus ça qui va protéger la biodiversité et bloquer l'anthropocène.
Comment est-ce que vous comptez travailler avec la Fondation Good Planet sur ces sujets de mobilisation fondamentalement de l'opinion et de sensibilisation de chacune et chacun sur ces questions de biodiversité ? Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que nous on fait, concret, pour voir aussi donner des idées peut-être à d'autres. Puis je me permettrai à la fin d'ouvrir sur deux sujets qui me paraissent importants à garder en tête par rapport à la difficulté potentielle qu'on voit de prise en compte de ce sujet. Alors, nous, comment on agit au sein de la Fondation Good Planet de différentes manières. Je vais commencer par... il s'avère qu'on fait beaucoup de projets sur le terrain de compensation carbone. Et nous, dans nos pratiques, nous-mêmes, c'est extrêmement important pour nous d'intégrer la réflexion... d'aller plus loin que la réflexion sur le climat et d'intégrer la réflexion biodiversité dans nos propres pratiques. Donc on essaie déjà de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on va essayer derrière de demander aux citoyens, à l'acteur public ou à l'acteur privé. Donc il s'avère que nous, de plus en plus dans nos projets, on va intégrer la biodiversité comme un co-bénéfice, c'est-à-dire comme quelque chose vers lequel il faut qu'on tente, et encore plus comme un double objectif. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va essayer de créer de plus en plus d'espaces protégés, en plus de la réflexion climatique qu'on peut avoir dans un projet climat. Par exemple, en travaillant beaucoup sur des mangroves, ou de valoriser beaucoup aussi les connaissances des peuples indigènes ou des peuples locaux, qui ont souvent un savoir extrêmement puissant sur la préservation du vivant, et qu'on essaye d'intégrer dans nos projets locaux. Donc c'est une façon de faire. On a une activité... une de nos grosses activités à la Fondation Good Planet, c'est la sensibilisation du grand public, vous l'avez rappelé. Et donc ça va passer par on va agir de plusieurs façons. On a notamment des grands programmes qui nous permettent d'essayer de reconnecter les jeunes et les très jeunes, notamment les jeunes urbains et les très jeunes urbains, à la biodiversité. Donc ça va passer par l'explication du rôle de la biodiversité, des services écosystémiques, des outils à notre disposition pour préserver la nature, notamment la biodiversité en ville. Donc déjà d'essayer de donner à voir. On va aussi faire des grands événements. Par exemple, ce week-end, on a un événement avec l'Institut Jane Goodall qu'on a appelé de manière très, très sympathique le réveil des forces sauvages, pour expliquer justement ce que c'est que la biodiversité. Ça va passer par une pièce de théâtre pour les tout-petits, par des ateliers, par des chasses au trésor axées sur la biodiversité. Il s'avère qu'on a la chance d'avoir un domaine assez extraordinaire dans le Bois de Boulogne, qui nous permettent justement de donner à voir, de montrer ce que c'est que la biodiversité et d'expliquer. Ce qui me permet d'étendre un petit peu la réflexion que je voudrais vous soumettre. Je pense que le sujet de la biodiversité n'est pas simple, un peu comme le climat, à comprendre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas spectaculaire. C'est-à-dire qu'on nous parle d'extinction, et je pense que tout à chacun, quand on nous parle d'extinction, on a un peu des images de films américains dans la tête. C'est-à-dire de films de zombies, finalement, on pourrait se dire, où tout d'un coup, on va marcher sur... On nous dit que les moineaux disparaissent et s'éteignent. On s'attendrait presque à marcher sur des cadavres de moineaux. Mais en fait, c'est pas ça l'extinction, la 6e extinction de masse. Comme c'est pas ça le changement climatique. C'est quelque chose, finalement, qui prend du temps et qui se fait petit à petit. J'aime beaucoup d'ailleurs le terme qui est utilisé par Bruno David, donc, qui est le président du Muséum d'Histoire naturelle, qui n'utilise pas le terme d'extinction de masse, mais il utilise le terme de déclin des abondances. Il l'entend pas en disant qu'il y a une abondance qui existe aujourd'hui, mais plutôt dans la réflexion en fait, on a un déclin des potentiels de reproduction des différentes espèces, et ça prend un peu de temps. Et c'est ça qui fait que petit à petit, on a des espèces qui disparaissent. Mais c'est pas comme si tout d'un coup, on avait tout le monde de manière très spectaculaire, on se retrouvait face à une hécatombe. Et du coup, il n'y a pas ce côté spectaculaire qu'on a l'impression d'entendre dans le mot extinction, et du coup, ça peut créer une dissonance aussi dans la façon qu'on a de prendre les choses en tant que grand public. Ça, c'est la première réflexion que moi j'ai en ce moment, et que je me demande si ça n'a pas un impact fort aussi dans la manière dont on peut faire de la sensibilisation et dont on peut amener le sujet. La deuxième, qu'on porte énormément à la Fondation Good Planet, c'est qu'on croit beaucoup à la capacité du beau, de montrer le beau, la capacité à s'émerveiller pour comprendre et amener à l'action. Et je pense qu'il faut essayer de sortir aussi, c'est important, je ne minimise pas du tout l'intérêt et l'importance de connaître les chiffres, d'avoir une vision très scientifique des enjeux. Moi-même, étant ingénieur, c'est vraiment quelque chose que je porte profondément. Mais je crois que ce n'est pas du tout suffisant, et que pour amener à un changement
de paradigme profond, il faut savoir s'émerveiller. Et pour ça, nous, on croit beaucoup au fait de montrer le beau, montrer la beauté de la nature, donner à comprendre, donner à observer, comprendre comment est-ce qu'on observe, comprendre comment la nature fonctionne pour comprendre sa beauté. Et Dieu sait que la nature est belle. Et un peu prendre ce motto de, finalement, émerveiller pour instruire et amener à l'action. On croit beaucoup à cette fibre-là. Et je crois que c'est fondamental de retrouver, de redonner à voir la beauté de la nature pour amener à sa préservation. Vous avez raison, Alban, et peut-être je me permets en plein direct de vous dire que vous pouvez compter sur nous pour montrer à voir la beauté de la nature malgré le caractère très institutionnel et intellectualisant de ces échanges, parce qu'il n'y a rien de tel que de se rappeler à l'essentiel. Jean-Renin, on continue ce débat qui émerveille par les subtilités qu'on évoque, mais qui n'émerveille pas par les paysages que l'on contemple. Parce que vous, Citeo, vous êtes vraiment au cœur de la mobilisation en faveur de cette économie qui se réarticule autour des principes d'éco-conception, de circularité, de régénération des ressources. Vous l'avez fait dans le périmètre des déchets d'emballage que vous avez évoqué tout à l'heure, et vous avez vous-même dit qu'en fait, c'est une philosophie qui mérite d'être explorée dans de nombreuses disciplines, sur les plastiques, sur le verre, sur les déchets industriels, sur les déchets de construction, sur les déchets électroniques, etc. etc. Si on devait, et là je m'intéresse plus aux patrons qui voient le modèle économique fonctionner, pour avoir le plus d'impact dans la suite, par quel secteur, avec un S, si on devait en choisir un, deux ou trois, on devrait commencer pour répliquer cette aventure assez incroyable qui vient du secteur privé en tant que tel, que Citeo a réussi à bâtir, dans la logique de se dire il faut que ça fonctionne, pas de solution magique, pas de baguette magique, parce qu'en fait, Citeo, c'est la création de cette part des entreprises, de cette économie régénérative en tant que telle. Vous l'avez dit vous-même, ce sont des boîtes qui se sont organisées pour pouvoir intégrer la responsabilité élargie du producteur. Donc dans quels autres secteurs où il y a des déchets très polluants, on pourrait arriver à faire cette logique-là ? Alors moi, en fait, avant de parler de secteur, je ferai ce qu'on fait ici dans le monde entier. C'est-à-dire que alors je vais parler du sujet que je connais bien, qui est celui des emballages ménagers et de ces plastiques finalement qu'on retrouve quand même dans les mers, dans les océans. C'est un fléau mondial. Voilà. En tout cas, je trouve que et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. La Fondation Ellen MacArthur l'a réaffirmé récemment dans un plaidoyer pour le développement de cette responsabilité élargie du producteur, qui finalement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle embarque les entreprises et elle offre un financement pérenne, structurel, à des démarches d'éco-conception, de collecte, de tri de déchets qui n'existent pas dans de nombreux pays. Et donc on a des fleuves qui charrient parfois des tonnes, en l'occurrence des tonnes de plastique. Et finalement, ce qu'on a réussi à faire, après, c'est pas parfait, mais franchement, moi, si j'avais une baguette magique, je ferais ça dans le monde entier, parce que finalement, déjà, ça permettrait d'apporter une réponse très concrète et assez immédiate à ces pollutions qui sont absolument dramatiques. Et donc, désolé de répondre imparfaitement à votre question, mais en tout cas, je pense que c'est... Et j'ai une chose qui est... tout à l'heure, Madame la députée disait c'est lent et c'est dur, etc. Il y a une chose que je vois, moi, c'est que les entreprises, dès lors que vous embarquez en plus les patrons au plus haut niveau, ça bouge vite. En fait, il y a une capacité, on l'a vu pendant la pandémie, une capacité d'adaptation et de mouvement qui est rapide. Et donc, du coup, c'est vrai que je trouve que ça fait partie des vraies solutions, et sans être naïf ou angélique, je trouve qu'en fait le fait d'embarquer les plus grandes entreprises, d'ailleurs Bérangère Abba l'a cité aussi tout à l'heure, je trouve que ça c'est quelque chose qui est central si on veut arriver à régler le sujet. Donc en fait moi avec ma baguette magique je ferai ça. Je pense qu'il y a autre chose que vous avez, si je peux me permettre, Madame la députée tout à l'heure a souligné un enjeu qui est, vous l'avez dit aussi, qui est l'enjeu d'éducation. Là pour le coup, alors nous on fait aussi en tant que Colibri, on touche 1,5 million d'enfants chaque année sur l'éducation à l'éco-citoyenneté. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Cet émerveillement qu'on a. Et en fait l'éducation, pour moi, est un point central de l'action qui doit être la nôtre, et en tout cas celle des pouvoirs publics, pour que ce sujet-là,
il doit être au cœur de l'éducation. Pour moi, il doit être au cœur de la stratégie des entreprises. Et peut-être la dernière chose que je ferai, c'est que, et c'est sans doute un des sujets les plus compliqués, c'est, on le sait, il y a l'aménagement du cadre fiscal européen qui fait qu'à un moment donné, alors on parle de mécanisme d'ajustement carbone, même si on parle du carbone, c'est un impact sur la biodiversité. C'est-à-dire que finalement, aller délocaliser des activités, finalement, pour leur refaire prendre l'avion ou le bateau, enfin bref, ça n'a pas de sens. Et donc, cette chose-là, il faut lui mettre un prix. Moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas grand spécialiste, mais il faut lui mettre un prix. Ce n'est pas possible qu'on supprime des jobs ici, qu'on crée des jobs partout ailleurs dans la planète sans respecter les normes environnementales minimum. Et peut-être après, le Graal suprême, en tout cas du point de vue, si je prends le point des entreprises, c'est qu'un jour, je pense que dans les normes comptables, on arrivera peut-être à intégrer l'impact environnemental, finalement, non pas dans un rapport extra-financier, mais dans le rapport financier, et du coup, on alignera les planètes environnementales et économiques de façon parfaite. Merci Jean. Je rappelle, en fait, en disant ça, vous avez résumé tout le sens de la journée sur la finance responsable qu'on a tenue il y a peu de temps, co-organisée avec l'EDEC. Précisément, on s'interrogeait sur la meilleure façon de donner un prix au carbone et de donner un prix au capital naturel que l'on détruit. Et vous avez dit, et je me tournerai avec cette formule vers André Sobczak, qui est professeur d'ENSIA, vous avez reparlé de l'éducation. Moi, je suis toujours un peu sceptique quand on parle d'éducation parce que j'ai l'impression qu'on donne tout à faire aux profs. Et j'ai toujours en tête cette formule magique du philosophe Helvétius, l'éducation peut tout faire, même faire danser les ours. Mais en l'occurrence, elle ne peut pas nous faire gagner du temps face à la bataille climatique et de la biodiversité. Du coup, André, je me tourne vers toi à nouveau, puisque la ministre Abba l'a dit tout à l'heure, et Jean vient de le rappeler, les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour passer à l'échelle, agir de plus en plus vite et déployer ces politiques publiques de façon extrêmement puissante et rapide le long de leur chaîne de valeur. Elle a parlé des coalitions OP2B, Fashion Pact, la coalition sur le cacao, qu'elle a lancé au Congrès mondial de la nature organisé par l'Union internationale de conservation de la nature au mois de septembre à Marseille. Bref, est-ce que la nouvelle RSE du moment, c'est la RSE des coalitions, de ces stratégies multi-acteurs à l'échelle mondiale où les États et les entreprises pionnières forment un collectif pour déployer des solutions à impact le plus rapidement possible à l'échelle mondiale? Oui, je pense que c'est la piste à explorer, puisque si on ne réfléchit pas à l'échelle des filières ou des secteurs d'activité, on va s'épuiser et on va rentrer dans les logiques de concurrence. Et je pense aussi aux PME ou TPE qui sont des sous-traitants, des fournisseurs de ces grandes entreprises qui s'engagent. Et il faut les grandes entreprises qui donnent un signal et qui vont choisir leurs fournisseurs, leurs sous-traitants par rapport à cela. Mais si chaque grande entreprise dans l'ordre va demander autre chose aux PME ou TPE qui sont en relation avec eux, ça va les épuiser. Ils vont passer beaucoup plus de temps à faire du reporting pour répondre à des cahiers de charges plutôt que d'agir sur le fond. Donc, si on a une logique plutôt par filière ou par secteur d'activité, ça me semble beaucoup plus efficace et ça va permettre effectivement d'associer aussi les autres parties prenantes, que ce soit des ONG, des pouvoirs publics, peut-être aussi des organisations syndicales, pour avoir vraiment cette démarche globale. On ne pourra pas attendre à ces autres acteurs, ces autres parties prenantes de s'associer avec chacune des entreprises. Il faut absolument avoir en fait cette démarche beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique. Et je pense effectivement que c'est quelque chose qui commence à se voir et ça sera bien effectivement si la France peut jouer un rôle de leader, entraîner aussi l'Union européenne en fait dans ce type de coalition, parce que ça fera évidemment beaucoup de sens et on aura un grand impact si on travaillait tous ensemble à l'échelle de l'Europe pour former ce type de coalition et avoir un impact après à l'échelle internationale pour vraiment marquer le leadership européen sur ces thématiques-là. Et je pense qu'on a une vraie légitimité, un vrai savoir-faire aussi peut-être dans cette idée de dire que personne finalement tient la solution à lui tout seul. Il va falloir au contraire agir collectivement. Et si je termine par là, en fait, pour nous en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur, ça suppose évidemment aussi qu'on permet à nos étudiants de s'adapter à ces différentes parties prenantes. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident que nos étudiants puissent à la fois parler
à des petites entreprises, à des acteurs publics, à des ONG, à des syndicalistes, pour trouver des solutions finalement collectives. Et je pense qu'à l'avenir, ça deviendra une compétence clé pour réussir les enjeux en lien avec les ODD et en particulier dans le domaine de la biodiversité. Donc, on a besoin de montrer à nos étudiants que c'est important de s'adapter, d'être en cohérence avec ces différents acteurs, de comprendre aussi leurs attentes, leurs spécificités pour pouvoir en fait créer une dynamique collective par rapport aux enjeux de biodiversité et plus largement les 17 ODD. Merci André, tu as rappelé cet enjeu de penser à l'échelle d'une chaîne de valeur dans son ensemble. C'est tout l'objet de la stratégie de lutte contre la déforestation importée que l'Union européenne déploie sous l'égide du député Pascal Canfin qui préside la commission environnement du Parlement européen, avec l'idée précisément de se dire qu'une entreprise a une responsabilité qui va jusqu'à ses fournisseurs et ses sous-traitants à travers toute la planète, de vérifier qu'elle n'importe pas par sa chaîne de valeur de la déforestation. C'est aussi ça qui nous permet de comprendre l'impact qu'on peut avoir ici sur l'ensemble de la globalité des écosystèmes, ce qui me permet de me retourner une ultime fois vers le docteur Mbarek. Peter, vous-même, vous n'êtes pas économiste et vous ne travaillez pas sur cette notion de chaîne de valeur, mais néanmoins, l'économie régénérative, vous l'avez souligné, c'est d'importance vitale pour redonner cette notion à l'initiative One Health, une santé, santé des êtres vivants non humains et santé des êtres vivants humains dans ce que l'OMS porte. Et ce qui comporte derrière fondamentalement cette notion de service écosystémique dont on n'arrête pas de parler, tous les bienfaits que la nature nous rend, du filtrage de l'air, filtrage de l'eau, etc., qui sont faits par nos forêts, pour ne prendre que l'exemple des forêts que j'évoquais à l'instant. Derrière tout ça, il y a fondamentalement une approche qui a été choisie de se dire on va déterminer un pourcentage de la planète auquel on n'a pas le droit de toucher, nous, êtres humains. C'est la fameuse stratégie de la coalition de la haute ambition qui dit voilà, on va laisser 30% des écosystèmes intacts, où on s'assure que les êtres humains ne viennent pas affecter ce qui s'y passe, dégrader les écosystèmes naturels. Est-ce que c'est suffisant comme approche ou est-ce que c'est à nouveau un sparadrap sur une jambe de bois, comme on dit en bon français? C'est déjà ambitieux comme objectif, mais c'est vrai que c'est pas, à mon avis, ce n'est pas suffisant pour plusieurs raisons. Un, c'est que dans l'esprit de beaucoup, ça va peut-être donner l'impression que en laissant des écosystèmes protégés et de ne pas les toucher et les laisser tels quels, quelque part, ça nous donne le droit de détruire les autres 70% des écosystèmes qui sont à côté. Et je crois que quelque part, c'est un mauvais message qu'on fait passer. Il faudrait aussi penser à choisir ces écosystèmes en fonction de leurs valeurs et des risques associés à la destruction de ces écosystèmes. Et un des gros risques, simplement de commencer à exploiter ou de rentrer ou d'interagir avec certains écosystèmes, comme on a parlé tout à l'heure, c'est que on détruit l'équilibre qui est actuel et on risque, encore une fois, de laisser certaines espèces, de laisser certains contacts se faire entre humains et certaines espèces animales qui ne sont pas bons parce qu'ils portent en eux le risque de notre destruction par des nouvelles maladies ou autres. Et cet aspect fondamental du risque posé par certains écosystèmes à notre survie en tant qu'espèce humaine est un facteur important dans cette discussion. Parce que ça nous permettrait aussi de mieux cibler et de mieux comprendre la valeur de certains écosystèmes et de replacer quelque part notre valeur en tant qu'espèce humaine dans ces écosystèmes et le risque que nous posons aux écosystèmes et à nous-mêmes en même temps. Et quand on parle
le développement durable, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, quelque part, on oublie que c'est une question de survie. Le développement durable, c'est une question de survie pour l'humanité. Et c'est pour ça que c'est une question de plus en plus fondamentale et une question de plus en plus complexe qui demande des solutions complexes. Et je crois que les derniers intervenants ont bien illustré cette complexité parce qu'on a besoin de travailler dans tous les domaines. On a besoin de travailler sur les politiques, ont besoin de travailler sur les lois, sur les règlements internationaux, nationaux et aussi au niveau local. Les entreprises privées ont leur rôle à jouer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et bien sûr, il y a un énorme travail d'éducation, d'intégration de tous ces concepts dans le curriculum de nos écoles, de nos universités. Et quelque part, c'est une grande partie du développement que nous devons mettre en place. Le développement un peu sauvage qui a été fait ces dernières décennies de par le monde, et a été simplement tiré quelque part par l'appât économique, l'appât de développement économique. Et il faut absolument changer ça et transformer ce développement en ayant d'autres buts à l'esprit. Développement économique pour pour améliorer l'interaction entre l'espèce humaine et son environnement ne doit pas être basée sur un développement économique. Ça doit être basé sur un développement beaucoup plus complexe, beaucoup plus global, qui intègre tous ces éléments. Et c'est là où on voit l'importance de travailler sur tous les domaines en même temps, et pas de manière sectorale, de manière isolée. Merci Peter. L'autre jour, on recevait un prix Nobel de maths qui nous disait qu'il faut être fou ou économiste ou les deux pour penser qu'on peut se développer infiniment sur des ressources finies. On en revient toujours au constat du rapport Meadows qui date d'il y a près de 40 ans. Et en rappelant cet enjeu de survie, Peter, vous avez rappelé que, et c'était un peu ce qui se dessine de l'ensemble du panel, que c'est fondamentalement un enjeu d'humilité pour l'espèce humaine, humilité face à des services écosystémiques qui nous rendent des services qui sont inestimables, parce qu'ils nous sont incommensurables. Nous sommes une espèce, certes, la plus développée sur le plan cognitif, mais pas encore assez pour comprendre les subtilités des services que nous rend la nature. C'est pas moi qui dis ça, c'est le directeur exécutif de l'Agence européenne de l'environnement qui lui-même travaille beaucoup sur la capacité à comprendre la subtilité des services écosystémiques et qu'on recevait le 12 mars dernier où il disait nous-mêmes à l'Agence européenne de l'environnement avec des centaines de spécialistes, on a du mal à comprendre de façon fine pour pouvoir les répliquer ou en tout cas mieux les protéger, les services écosystémiques que nous rend la nature. Je boucle sur cette humilité européenne pour pouvoir donner la parole en conclusion de ce panel au commissaire européen à l'environnement, M. Virginijus Sinkevicius, qui nous a adressé un petit mot de conclusion en anglais pour pouvoir boucler la boucle à l'échelle pertinente. Ladies and gentlemen, I know you have had a very full day. You have looked at regeneration from many different angles, from the bioeconomy and biomimicry to climate security and international solidarity. To wrap up proceeding, I'd like to say a few words about the European approach and the initiatives on the way from the European Commission. We have an important guiding line in these matters, the European Green Deal. It's the Commission's top priority, and it places sustainable development at the heart of EU policymaking. It's Europe's strategy to address the three interrelated crises of climate change, biodiversity loss and pollution, which are all driven by our continuing depletion of the world's natural resources. At the same time, it is also our strategy for sustainable growth and employment, and for a swift recovery from COVID-19. The Green Deal is the framework, and 2 years after its adoption, many of the elements it promised are coming into being. We have enshrined in European law our commitment to become a climate-neutral continent by 2050 and to reduce our greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030. We are now discussing with European Parliament and with Member States ministers in the Council the concrete steps to make this happen. We adopted a new strategy for Europe's biodiversity last summer, setting out
targets and actions to put Europe's biodiversity on a path to recovery by 2030. It also contains our commitments for the international negotiations on the global post-2020 biodiversity framework. It comes with ambitious targets, such as protecting at least 30% of our land and sea by 2030. Together with Farm to Fork, our strategy for sustainable food, it also includes targets of a 25% share of organic farming and a 50% reduction of the use and risk of pesticides. And we are stepping up the fight against pollution with a zero pollution action plan. It offers a holistic framework to protect not just the environment, but human health too, with initiatives to prevent and reduce pollution of the air, the water and the soil, the building blocks of life. The other holistic idea that runs through our thinking is the goal of a circular economy. It means life cycle thinking, preventing waste before it happens and keeping resources inside the system. It also means rethinking design to make sustainable products the norm. Specific plans for sectors with a high potential for circularity, like electronics and ICT, batteries and vehicles, packaging, textiles, construction and food. And a new overarching approach, a sustainable products initiative with horizontal rules for a broad range of goods. At best, a strategy is half the story. The real test comes with implementation, but there are good reasons for feeling optimistic. When we look at the exponential growth of renewable energies in the last decade, it gives us hope for the future. That massive expansion didn't happen by chance. It's a combination of research and innovation, a supportive legislative framework, and targeted strategic financial support. We can do the same with the other goals in the European Green Deal while learning from the past mistakes. Experience, innovation, and a systemic approach, those are the European keys to a more sustainable future. Thank you. Merci, monsieur le commissaire. On apprécie vos mots en anglais, qui est une langue que nous partageons dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, puisque les rencontres du développement durable contribuent à cette réflexion sur l'avenir des institutions européennes et de ses politiques publiques. Ça vient boucler la boucle de nos réflexions sur l'économie régénérative au terme de cette journée passionnante co-organisée avec Audencia par l'Institut Open Diplomacy. Je voudrais en profiter pour remercier par-delà vos mots ceux de Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État à la biodiversité, du docteur Peter Ben Mbarek, directeur de l'initiative One Health, qui intervenait à distance depuis l'OMS, de la députée Frédérique Tufnel de Charente-Maritime, présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur l'eau et sur la biodiversité, du professeur André Sobchak, professeur à Audencia, donc école co-organisatrice du jour, où il officie en tant que délégué pour la RSE et également titulaire de la chaire Impact Positif. Et à mes côtés en plateau, Alban Godard, directrice générale de la Fondation Good Planet, et Georges Ning, directeur général de Citeo. J'en profite évidemment pour remercier Citeo pour le soutien que vous nous apportez depuis 2 ans dans l'organisation de ces rencontres du développement durable. On arrive au terme de cette journée numéro 8 des RDD 2021. On se retrouve demain pour la 9e et avant-dernière journée. Mixer nos énergies, on y parlera évidemment de transition énergétique, de découplage entre notre croissance économique et notre croissance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On y recevra pour la 2e fois depuis le début de ces rencontres du développement durable l'un des 3 vice-présidents mondiaux du GIEC, le professeur Yuba Sokona. On continuera nos réflexions dédiées aux générations futures. On s'intéressera à la notion de transition juste qui était le fil conducteur des rencontres du développement durable l'an dernier et qui, à l'heure où les prix de l'énergie flambent, continue d'être une préoccupation majeure pour les classes les plus précaires. On s'intéressera à la notion, en dernier lieu, de courage face à la transition aux problématiques environnementales, courage dont nous avons parlé beaucoup aujourd'hui avec la fable du colibri. Merci à tous, à demain pour cette journée de DRDD co-organisée par l'Institut Open Diplomacy avec Centrale Supélec, après cette merveilleuse journée co-organisée avec Audencia. Bonsoir.